Et voilà, normalement nous sommes de retour, donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Confinement qu'on fait quoi, votre journal quotidien, votre émission quotidienne, journal, je sais pas pourquoi, émission tout simplement. Pas autant de prétention, qui vous fait une petite recommandation par jour et plus si affinité. En général, c'est souvent affinité, me connaissant et connaissant les gens dans le chat. Donc bonsoir à Gabo, que je remercie d'avoir relayé le fait que j'allais avoir quelques petites minutes de retard pour préparer de manière relativement clean quand même l'émission. Bonsoir à French Guy Artist, bonsoir à Cactus Ceratops. Et sans plus tarder, donc on va commencer. Pour ceux qui ne sont pas habitués, le blabla habituel, hein, vous avez dans la petite barre en dessous le petit message comme quoi vous pouvez avoir toutes les infos en tapant point d'exclamation DZP dans le chat. Et si c'est pas sur le chat, vous les aurez sur la vidéo en replay, parce que si vous n'êtes pas sur le chat, par définition, vous êtes sur le replay. Donc voilà, ça c'est pour l'essentiel. Je n'ai pas changé le titre, roulement de tambour. On va faire ça très rapidement en flux tendu, et puis je vais quand même le décrire, l'expliquer aux gens qui seront en replay, parce que sinon c'est pas drap, ça sera un peu confus pour eux. Donc je l'ai appelé Asian Connection, donc connexion asiatique, si on peut dire, pour une raison simple. Alors vous cassez pas la tête, hein, c'est une référence très lointaine à French Connection, et qui n'a pas vraiment de lien avec le sujet de ce soir. Donc le choix de ce titre-là, c'est tout simplement parce que je vais vous parler d'un ouvrage, dédié au design, et plus précisément au design asiatique. Alors avant d'aller plus loin, déjà je vais vous montrer. Voilà, c'est cet ouvrage-là. Hop là, voilà. Donc il s'appelle Asian Graphics Now. Donc Asian Graphics Now, donc c'est publié par Taschen, qui sont des habitués, on va dire, de la publication de beaux livres, on va dire, artistiques, design, etc. Donc, et puis aussi l'autre avantage qu'ils ont, c'est que comme je pense que les quantités sont assez conséquentes, que leurs ouvrages sont en général, je crois, souvent trilingues, français, anglais, allemand, ils restent assez accessibles financièrement parlant. Celui-ci, alors ce ne serait pas un bon exemple parce que moi, je me le suis procuré dans un, comment dire, en occasion chez un bouquiniste. Donc je ne suis pas un bon exemple, mais je pense, à vue de nez, vu les formats qu'ils font, je dirais peut-être du 20 €, je pense, s'il fallait mettre un prix. Ah, tu connais l'ouvrage French Guy Artist? D'accord, bah écoute, très très bien. En tout cas, histoire de l'art, je sais pas. Ce que je sais, c'est que niveau design, l'éditeur, oui. Oui, oui, c'est pour ça que je précisais artiste, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur des artistes classiques. Vous connaissez peut-être les petits formats à chaîne dédiés à des artistes qui vont de Michel-Ange Raphaël jusqu'à, au hasard, parce que j'adore cet artiste-là, Alphonse Mucha, qu'en général on prononce plutôt Mucha chez nous, mais c'est Mucha. C'est comme les débats à Dante, Dante, etc. Bref, je vous épargne pour les clashs de prononciation. Et le pourquoi du petit délai, du petit retard pour l'émission, c'est tout simplement parce qu'il a fallu que je fasse entre guillemets à la main. Je me suis dit ça me permettrait de sélectionner vraiment celles moi qui m'ont marqué, et puis d'avoir une sélection assez hétéroclite. Et j'allais vous dire aussi en introduction de cet ouvrage que très souvent l'Asie c'est un petit peu limité, en particulier au niveau de la pop culture, parce que on va surtout retenir le trio, c'est-à-dire la triade, c'est pas forcément flatteur, le trio qui est le plus bankable, on va dire, d'un point de vue pop culture, qui va être le Japon, la Chine et la Corée. Sauf que, évidemment, l'Asie c'est bien plus grand que ça, vous le savez comme moi. Sinon, ne faites pas comme les gens qui sont piégés dans les rues en micro-trottoir et qui sont des quiches en géo, qui sont pas capables de resituer les choses. Allez voir une carte. Donc, bref.
L'idée, c'est évidemment pas d'insulter votre intelligence. Je suis sûr que vous êtes au point, peut-être pas sur l'intégralité des pays qui composent l'Asie, mais en tout cas une grande partie. Et bien justement, on va un petit peu voir ce qu'on peut trouver dans ce livre hein, dont je vous parle depuis quelques instants. Alors c'est très varié, c'est très focus comme il y a pas vol hein, sur la marchandise comme dirait l'autre, parce qu'il y a un focus design qui est effectivement central. Alors vous allez voir, c'est très varié. Ici, vous avez une affiche, je crois, de mémoire qui nous vient d'Inde, qui est une affiche publicitaire pour un centre de fitness. Donc vous allez voir aussi visuellement, j'essaie de trouver un maximum de nations, de pays qui soient représentés, parce que pour être franc, c'est peut-être le seul petit défaut du bouquin. Il y a quand même une dominante sino-japonaise, donc Chine et Japon, assez marquée. Ce que je trouve un petit peu dommage, sachant que les œuvres qui, comme vous pouvez le voir ici, hein, sont vraiment pas en reste en termes de variété, de sensibilité artistique. On continue effectivement avec la deuxième page de promo de ce centre de fitness. Hein. Vous pouvez voir ici hein, toute la recherche graphique qui a été faite. Donc c'est assez représentatif. C'est bien qu'il ne se limite pas uniquement à des simples affiches promo. Je m'excuse hein, vraiment pour la qualité, l'éclairage, etc. J'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près visible et que vous ayez vraiment une variété du bouquin, mais je pense que ça devrait à peu près le faire. Donc ça c'est voilà, c'est pour cette pub, pour ce centre de fitness, Enigma Fitness, qui est un centre indien, ou était, je ne sais pas. J'espère pour eux que c'est encore le cas. On va continuer avec d'autres exemples hein, pour vous donner un ordre d'idée. Alors ici, il s'agissait donc d'un festival de musique dans lequel vous aviez quelques affiches effectivement sur la droite qui sont représentées. Et puis je pense tout le design réalisé auprès probablement des sacs qui étaient distribués participants, je pense avec des accès quand même plutôt prioritaires. Je pense pas que c'était diffusé vraiment à tout le monde, vu vraiment le soin apporté au bloc-notes, au cahier, au merchandising global. Donc voilà, c'est très classieux. Ça nous vient de Macao en Chine. Et c'est très élégant aussi dans le choix du design. Donc vous voyez que vraiment hein, dans l'ouvrage il y a une variété assez importante au niveau des propositions globales de design qui sont faites. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez attrayant et qu'on y trouve quand même globalement son compte à ce titre. Alors, je continue un petit peu. Celle-ci que j'avais trouvée très sympa, qui par aspect m'a un peu fait repenser aux jeux vidéo Little Big Planet ou plus récemment à Unravel, Unravel, donc qui est une affiche qui nous vient de Singapour. Avec un côté comme ça, ou même effectivement il y a les Yushi Woolly World qui évidemment sont très empreints de ce genre d'iconographie où les objets sont faits de laine, et voilà, je trouvais ça très mignon et très élégant à la fois, autant la petite photographie que la typographie que la photographie sur la gauche sont très chouettes à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, hein, c'est quand même le but aussi du chat, au-delà de vous faire une petite session diapositive, d'avoir votre sensibilité. Vous pouvez même mettre des liens s'il y a des affiches qui vous ont marqué de certains pays asiatiques, hein, donc dans le chat, vous pouvez balancer ça. Surtout, n'hésitez pas, tandis que Petit Chat fait sans aucune perturbation, aucune sa toilette, elle a bien raison. Salut Sushi! Coucou à toi, j'en profite pour faire un petit récap rapide. On parle d'un bouquin aujourd'hui qui s'appelle Asian Graphics Now, que voici, qui est aux éditions Taschen,
et effectivement, elle s'est tournée pour toi. Petit chat s'est tourné pour toi. Et j'expliquais que c'était un ouvrage de design dédié au graphisme en Asie, pas uniquement au Japon, Corée, Chine, mais aussi dans des pays comme Singapour, en Inde, en Corée du Sud, etc., etc. Donc ici, par exemple, petite illustration pour une salle de fitness. Là, tu peux voir aussi que j'avais montré un festoche à Macao, en Chine, donc de musique, dans lequel il y avait tout un travail sur les produits dérivés, les sacs, les blocs-notes, etc., et quelques affiches. Et puis là, on en était ici à cette petite affichette qui vient de Singapour pour un festoche là aussi probablement dédié je pense au rythme vu son intitulé. Alors je continue. Celle-ci c'est une de mes préférées. Donc je crois que c'est une chaîne assez connue qui s'appelle Miyake, donc qui est une chaîne japonaise. Alors malheureusement, je vais peut-être un peu zoomer sur l'illustration parce que sinon, ce sera pas rendre justice, je dirais, à la chose. Vous avez je fais ça au moment où Sushi nous rejoint. Vous avez une reprise évidemment de sushi assez typique, mais faite à la mode textile, si on peut dire. Donc c'est plutôt chouette, c'est vraiment comme souvent dans les designs asiatiques, plus particulièrement japonais, c'est très très élégant, très très simple, mais très efficace. Et donc on a là c'est ça, ouais, c'est Pleats Issei Miyake, voilà, c'est ça, je cherchais le nom de la marque dans son intégralité. Et vous avez voilà une reproduction de sushi avec des bases de tissu, comme vous pouvez voir à l'écran. Et je trouve que c'est très très chouette, hein, ça fonctionne vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça donnerait presque faim avec des morceaux de sushi. Voilà, je suis désolé. Pourtant je parlais pas d'émissions de bouquins dédiés à la bouffe, mais j'ai quand même réussi à filer fin à mon audience. J'en suis navré, alors qu'en plus j'avais normalement un interdit d'un de nos habitués du chat qui est Yeti, de parler de sushi sous quelque forme que ce soit. Toutes mes excuses. Alors je continue. Alors celle-ci, elle est un peu chère à mon cœur parce que je suis un très très grand fan de basket en règle générale et de basket NBA en particulier. Ici vous avez une affiche chinoise. Je vais un petit peu zoomer quand même parce qu'elle est quand même assez fabuleuse, cette affiche, d'un très grand, si ce n'est peut-être le plus grand basketteur en activité. Alors les débats sont là. S'il y a des gens fans de NBA, il y en a qui vont toujours mettre un petit duel entre LeBron James et Steph Curry dans des registres, et c'est tant mieux, très différents de basket, qui sont effectivement très peut-être plus costaud, ne serait-ce que de par sa carrure pour LeBron James, un petit peu plus en finesse et à distance pour Steph Curry, mais ça enlève rien au talent monstrueux des deux bonshommes qui respectivement officient à donc Golden State Warriors pour Steph Curry et LeBron James. J'ai un très vague doute s'il est revenu aux Cleveland Cavaliers ou est-ce qu'il est encore chez les Lakers. J'ai un doute, je compte sur vous dans le chat. Ouais, j'ai parlé de Sushi Yeti, non pas de sushi du chat évidemment, mais de sushi, de nourriture sonnante et trébuchante. Félix qui me demande ce que j'ai vu les épisodes de Last Dance, du coup, c'est prévu, tu anticipes une de mes futures recommandations. C'est prévu, je voulais faire hier, mais j'ai vu 1 heure l'épisode, donc je regarderai ça plus frais, probablement ce soir. Probablement que j'ai dévoré ça ce soir, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, entre guillemets, enfin c'est 1 heure l'épisode, mais il y en a 6, quelque chose comme ça. Donc j'ai vu la petite illustration, t'inquiète pas, c'est dans mon radar, cher Félix, avec Phil Jackson et Michael Jordan. Donc Phil Jackson, coach mythique des Chicago Bulls et des Lakers, il y a sur les années où quasiment ils ont gagné tout le temps des titres, donc voilà, le gars
a plus assez de mains pour ses bagues. Le seul autre gars qui galère autant avec des bagues de champion NBA, c'est Bill Russell, champion des Celtics, pour les connaisseurs. Il y en a que 2 pour l'instant, d'accord. Il me semblait en avoir vu plus. Bon, bah écoute, tant mieux. Eh bien, on continue, on va revenir à ce cher LeBron James. Donc là, vous avez une magnifique affiche pour fêter effectivement son sacre en 2009 de MVP. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec la NBA, le MVP c'est le titre de Most Valuable Player, donc joueur le plus emblématique, le plus talentueux sur l'année, effectivement, qui est à distinguer du MVP des playoffs. Donc les playoffs sont les phases finales de la NBA pour lesquelles il y a aussi un MVP, donc le meilleur MVP des phases finales. Donc voilà, là en l'occurrence c'était le LeBron James en 2009 et je n'ai pas résisté au souhait de vous en mettre une seconde. Qui est sublime également, partenariat avec le lancement d'une paire de Nike assez merveilleuse. Donc vous pouvez voir, donc au-delà de la bonhomie de ce cher LeBron, je vais un petit peu plus me focus. Il m'en excusera probablement, vu que de toute façon ça continue de lui rapporter des sous, sur la paire de sneakers. Donc pour vous donner faim, un sneaker c'est l'autre nom qui est donné aussi aux chaussures, donc aux baskets, ce qu'on appelle chez nous des baskets. Voilà. Voilà, que je trouve extrêmement élégante, donc pub réalisée en Chine, pour ceux qui sont familiers avec les idéogrammes, et je trouve, je suis doublement pris parce que c'est super design, et puis en plus sur du basket, donc et en plus une belle paire de grolls, ce qui se perd de plus en plus maintenant dans les baskets, que je trouve quand même un peu cheapos, mais ça c'est un autre débat. Je continue. Alors évidemment, si je n'avais pas sorti celle-là, je pense que ma chère acolyte ici présente m'en aurait voulu. Voilà, chaton, petit chat. C'est de l'Inception de chat, donc une petite affiche ici, donc très très chouette et très très élégante encore une fois. Ça caractérise beaucoup les choix visuels faits sur les différentes illustrations qui peuplent ici. Donc voilà, un rassemblement d'artistes, en l'occurrence un certain Martin Veneski, et qui était venu donc à la Baron and Ellen Golden Heart Galleries. Donc voilà, très 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 chouette elle également, cette affiche, hein, vraiment comme vous avez pu voir jusqu'ici, hein, dans des registres très très différents. Et puis je continue évidemment, et celle-là elle est dédicacée à tout le monde, mais quand même particulièrement à moi-même et à Félix. Impossible de passer à côté de cette super photo, dont je vais essayer de zoomer sur le pourquoi du comment de cette affiche. Je vais même, plutôt que zoomer dégueulassement, je vais essayer de la retrouver dans le livre, pour lire la légende un peu plus clairement. Mais voilà, je trouvais ça très original, cette combinaison effectivement tote bag sur un modèle en mode portrait, mais qui est affublé d'un tote bag de luchador. Très très stylé. Le cadre joue aussi beaucoup, je trouve, dans le contraste, et ça fait un effet buff, si je puis dire, en termes visuels de photos. Je galère un petit peu à retrouver la photo dans l'ouvrage. C'était pour pas trop galérer à zoomer ah là, si, la voici. Donc c'était une illustration sur un sac, tout simplement, qui nous vient du Japon, et Eco Warrior Bad High Class. Voilà, c'est simplement un travail personnel. Et ben écoutez, j'irai voir d'ailleurs si la marque produit encore des trucs, parce que c'est très stylé. Ça s'appelle Rezon, ça nous vient Rezon, et ça nous vient d'un artiste qui s'appelle Hideo Kawamura.
Voilà, si ça intéresse certains, certaines. Je continue avec les quelques illustrations restantes. Hein. Je vais quand même venir jeter un œil sur le chat, excusez-moi, voir s'il n'y a pas eu des petites remarques. Le plus rentable concernant Libron, oui, probablement. Probablement, effectivement, que ce soit le plus rentable. Quand tu dis entièrement en typo, Cactuceratops, tu pensais à quelle illustration? Le catcheur recycleur, ouais, ça claque bien comme ça. Et j'aurais plutôt dit peut-être El Luchador Reciclador. Les chats, ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est fait entièrement de typo? Ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Ici, une petite affiche de Corée du Sud. Comme vous pouvez voir, pour illustrer des designs de tables de billard. Donc quand je vous dis qu'on a vraiment des registres très très variés, je ne vous mentais pas. Donc voilà, je trouvais ça très très classe aussi, cette espèce de déclinaison et de proposition de table de billard. Je vérifie. C'est simplement des illustrations, il n'y a pas de contexte particulier. Donc c'est un artiste qui s'appelle, je vais probablement écorcher, hein, je suis vraiment navré, le Mulgunamu Studio, Mulgunamu, donc qui est un studio coréen, et ça s'appelle, leur projet c'est Empty Space. Donc voilà, ce sont des illustrations personnel. Je continue, donc il nous reste encore quelques petites illustrations, mais je pense que vous aurez vraiment eu déjà suffisamment un petit ordre d'idée de la variété. Alors celle-là, petit coup de cœur, particulièrement pour la... Je pense que ça doit être la même bouteille avec et sans emballage. Vraiment sublimissime, que vous soyez consommateur de saké ou pas d'ailleurs. Donc c'est un design qui nous vient de Daiginjo, donc Ten Incorporated. C'est voilà, superbe. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein, comme qui dirait. Donc voilà, c'est vraiment un habillage floral très habituel au Japon, mais entre l'habillage de tissu et même les détails sur la bouteille de relief montagneux, voilà, moi je suis un petit peu sans voix, et je me dis, si le saké a un goût aussi bon que celui de son emballage, bah punaise, ça doit bien claquer. Il nous reste deux dernières petites illustrations. Celle-ci, évidemment, petite dédicace à notre cher Babar qui n'est pas là ce soir, comment dire, même si d'accord, je triche un peu, c'est pas de la PlayStation 2, c'est de la PSP. Donc c'était un mur de PSP, probablement dans une grosse gare, genre Shibuya ou quelque chose comme ça, parce que c'est souvent là qu'ils font ce genre d'affiches là, à l'occasion donc de la sortie de la console portable de Sony, la première version, donc non pas la PSP Go. Et voilà, que je trouve très très classe, et le contraste avec comment dire, la jeune femme qui passe est plutôt chouette, c'est pas mal. Donc Gabo qui nous dit, je sais pas si ça rentre dans le concept, mais quelque chose qui m'avait marqué lors de mes voyages au Japon, le style est omniprésent, c'est leurs bouches d'égout. Ah, sont fabuleuses. Non, mais t'as raison de le mentionner, Gabo. T'as tout à fait raison de le mentionner. Elles sont incroyables, les bouches d'égout japonaises. Essayez de récupérer le lien que vous donne Gabo dans le chat en plissant un peu les yeux pour ceux qui sont en replay. Sinon, effectivement, vous tapez plaque d'égout Japon. Elles sont sublimes, sublimes. Il y a un travail dingue. Mais en général, de toute façon, au Japon, le rapport au design, la façon aussi d'habiller certains de leurs trains à certaines occasions, les tampons dans les gares aussi, qui sont, vous avez des tampons qui sont spécifiques à chaque gare, à chaque fête parfois, fête nationale ou pas. Vous avez aussi des tampons promotionnels en fonction, si vous avez un Pokémon qui sort, vous pouvez être quasiment sûr, dès que vous avez une grosse licence, un Pokémon, un Kamen Rider, des trucs comme ça, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un tampon pour chaque grosse gare dans le pays.
Non, non, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Cactuceratops, il me dit, ah, les bouches d'égout, bah voilà, t'emboîtes le pas. Il y en a même inspiré de Pokémon. Ah, bah c'est parfait, j'ai même pas eu besoin de lire. L'exemple que j'ai donné pour la gare, c'était Pokémon, mais bon, voilà. Gabo qui me dit, j'ai pris le Shinkansen Evangelion, waouh, où les sons sont remplacés par le générique. Eh, écoute, je vais un peu jouer mon frimeur, mais quand on parle design et, euh, et Evangelion, je m'enorgueillis, même si je suis pas, je trouve des petits défauts à la série. Bon, j'ai pas vu les nouvelles versions, machin point zéro, je sais pas quoi, dont la dernière a été retardée il y a peu. Mais je m'enorgueillis toujours, je suis toujours assez fier de cette boîte à gâteaux que j'avais acheté, je crois, à Osaka. J'espère que ça va suffisamment se voir. Aux couleurs, non pas de l'été indien, mais d'un Shinkansen 01, comme vous pouvez voir. Voilà, effectivement, petite boîte à gâteaux. Je me suis régalé, alors pas spécialement, enfin si souvent aussi pour les contenus, mais je me suis souvent régalé par rapport aux boîtes à gâteaux japonaises, moi qui aime bien cuisiner et pâtisser en général, voilà. C'est plutôt un bonheur à ce niveau-là. Ah bah Babar arrive quand on parle de PSP, comme par hasard. Je te la remets quand même Babar, je te l'ai dédicacé. Je parlais donc d'un ouvrage d'illustration japonaise, de design asiatique encore une fois. Et ici voilà une petite promo pour la PSP. Et il y a beaucoup, d'ailleurs le bouquin pourrait t'intéresser, je le remontrerai à la fin. Il y a beaucoup de jaquettes aussi d'albums. Donc voilà, entre autres choses. Et puis voilà, une petite dernière pour la route. Je crois une affiche pour Noël à Singapour de mémoire, qui est plutôt chouette. Assez travaillé, autant dans la photo, la composition, etc. Donc voilà, je refais très rapidement pour ce cher Babar qui arrive un petit passage. Ici une bouteille de saké comme tu peux voir. Voilà, c'est très varié comme tu vas t'en rendre compte. Une illustration de Corée du Sud sur le design imaginé de table de billard. Un masque de luchador, un tote bag de luchador qui sort d'un cadre classique, illustration de petits chats en typographie pour un événement artistique, des affiches dédiées à une paire de godasses de chez Nike de LeBron James, une affiche de LeBron James lorsqu'il a été sacré meilleur joueur 2009 NBA. Donc des fringues de la marque Miyake, donc Issei Miyake, sous forme de sushi, comme tu peux le voir, qui n'a rien à voir avec la patronne, bien entendu. Et puis je termine, comme ça on aura revu en vrac, voilà, une petite composition aussi là en laine pour un festoche à Singapour. Un festoche musical à Macao et une salle de fitness en Inde. Voilà, tu auras tout vu, même en arrivant en décalé. Je t'aurais fait une visite très très speed. Cactuceratops qui nous dit dans le genre produit dérivé, est-ce que la boîte à bonbons inspirée de celle de Tombeau des Lucioles? Ah bah oui, c'est très très difficile. Bah ouais, j'ai mis pas mal de temps. En plus, moi, je l'ai pas ouverte parce qu'il y a une raison très simple. Je suis pas super bonbon. Mais en l'occasion, il se trouve que les bonbons sont très bons en plus. Mais bon, au bout d'un moment, forcément, on se dit c'est bête de les laisser pourrir. Et puis on les offre et voilà, on finit par la terminer. Gabo qui ne dit pas méga fan de la série originale en parlant d'Evangelion, la seule que j'ai vue, moi aussi, comme j'étais en train de préciser, mais meilleur générique ever, il est pas mal. Meilleur peut-être pas, mais j'ai beaucoup d'affection dans un tout autre registre pour les génériques de Hajime no Ippo. Donc voilà, mais c'est un tout autre délire. C'est histoire de réveiller Félix que je parle de Hajime no Ippo, parce qu'il fait des micro-siestes ou il fait autre chose en général, donc pour le trigger. Bah écoute Babar, ravi que tu apprécies. Avec plaisir, produits dérivés, donc on a vu. Ouais, exactement, bah on parle de la même. On parle de la même. Retour du traumatisme. Qu'est-ce que je reproche à la série originale? Deux trucs
majeur. Le souci, c'est qu'elle a mal vieilli par rapport aux références, tout ce qui va être discours théologique, références mythologiques et religieuses. Je trouve qu'une fois qu'on a grandi, entre guillemets, qu'on a lu, qu'on a pas mal de ces références-là, je trouve que c'est assez mal agencé dans la série. C'est assez vulgairement balancé. Ah, t'as vu, référence à Jésus. Ah, oh là, une référence aux anges, etc. Bon, je suis un petit peu dur. Il y a des très bonnes choses. Faut pas charrier non plus. C'est pas pour rien que c'est devenu une série assez emblématique. Mais je lui préfère en termes d'écriture et d'œuvres bouclées qui suffit à elle-même. Je lui préfère de loin Rags et Fond. Il faudrait que je revoie Rags et Fond aussi, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu. Mais je lui ai largement préféré déjà à l'époque Rags et Fond. Après, je n'ai pas vu, je répète, je n'ai pas vu les 1, 2 et 3.0 qui sont ressortis, You Are Not Alone et compagnie. Et voilà. Ça, et oui, le deuxième truc dont je voulais parler, c'est la conclusion. Ce que j'appelle la fin Crayola. Non, pour moi, c'est non. Non, la fin Crayola et le Omedeto Shinji, félicitations Shinji. Voilà, je suis très très dur avec la série, je suis conscient. Il y a des trucs et des épisodes qui sont formidables, des personnages qui sont très sympas et bien écrits, mais avec le recul, ouais, je trouve pas que la série est vieillie, si bien vieillie que ça. Voilà. Après, en général, je me fais beaucoup d'ennemis quand je dis ça, mais c'est pas grave. Gabo qui nous dit je l'ai vu il y a très longtemps, j'étais au lycée encore, j'ai pas trop de souvenirs, et surtout, je crois que j'avais rien compris vers la fin. En fait, la réalité de rien comprendre, c'est pas grave. Par exemple, je trouve même que j'ai pas cité le film The End of Evangelion, que je trouve très intéressant, même s'il continue de rester cryptique, mais que je trouve autrement plus intéressant en termes de conclusion qu'autre chose. Il porte bien son nom. Cactuceratops, il me dit j'ai toujours pas vu le dernier épisode d'Evangelion, mais j'ai eu du mal à accrocher aussi. Et avec du recul, j'ai eu moins de mal à revoir Akira. Ouais, mais après Akira, c'est quand même plus condensé, quoi. C'est un film, là où t'as une série de 26 épisodes. Et même au-delà de ça, je pense que... Ah, excusez-moi, j'essaie de... Hop. de refaire un peu de focus, mais c'est pas terrible. Mais voilà. Bavard qui me dit jamais terminé Evangelion. Bah voilà. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas terminé Evangelion, c'est quand est-ce que vous avez commencé Evangelion. Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que si vous n'avez pas terminé en regardant assez récemment, ça soutient peut-être un petit peu mon propos. Yeti, je termine peu de séries animées que je commence en fait. Bon, voilà, comme ça c'est un autre cas, mais c'est un vrai problème en fait avec les séries animées au format, je dirais, un peu classique des années 90-2000, c'est-à-dire les séries de 26 épisodes. Je trouve que c'est beaucoup trop long. Moi je suis très très partisan des séries qui faisaient 13 épisodes, qu'on retrouvait souvent au Japon, et maintenant plutôt, notamment avec Netflix qui démocratise pas mal ça, 10 épisodes. Moi ça me va très bien. Donc beaucoup d'entre vous sur Netflix, d'accord. Bah voilà, moi je trouve que la série accuse assez mal le coup, mais un jour je prévoirai une émission, il y a deux personnes avec qui j'aimerais beaucoup en parler, il y en a une que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui suivent les émissions d'As Podcast, qui est Michael, illustrateur donc Orioto, qui n'était pas du tout d'accord avec mon avis, c'est pas le seul, au contraire, et un autre que Cactuceratops connaît, qui est complètement traumatisé dans sa chair avec l'annonce du retard du Evangelion 3.0, qui est Damien Méchery, qui fait partie de l'équipe de Third Edition, et avec qui je serais vraiment ravi de discuter de ça, et probablement aussi avec Jérôme, donc Pipoletsu. Ça pourrait faire une belle tablée, je pense, de personnes avec qui discuter de la série, et des pros et des contres. Voilà. French Guy Artist Rags et Fond, nous dit-il, malgré le plagiat évidemment. De toute façon, qu'est-ce qui n'était pas un plagiat post-Evangelion? Même Evangelion pioche très allègrement dans beaucoup de Gundam et consorts bien avant lui, si on parle là-dessus. Donc tu étais très fan, plus satisfaisant qu'Evangelion sur de nombreux points, on est d'accord, et avec des rajouts pas copiés, excellent, l'épisode 17 ou 19, je sais plus, entre le truc drama, ouais, vraiment,
j'ai trouvé, en fait, là où Evangelion est parfait pour faire son adolescence, j'ai trouvé que Rag Zephon, ça reste une série beaucoup plus adulte dans l'écriture et dans la vision des choses. Après, Evangelion a aussi cette qualité-là d'être intéressante comme série sur l'adolescence. Donc voilà. Mais il y a des très bonnes choses, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais pour autant, je reste campé et solide sur mes appuis sur le fait qu'Evangelion est quand même, avec le recul, beaucoup trop surestimé par aspect. Oui, donc Triceratops confirme pour Damien. Ah bah écoute, il n'y a pas de problème. Tu viens de signer pour ta participation à un podcast Evangelion. Je pense que vu le nombre de participants, on sera peut-être en plusieurs parties. On fera, promis French Guy Artist, hein, c'est acté, on fera une spéciale Evangelion. Yeti qui répond à Gabo en lui disant: pourtant de base je suis très chaud, mais tout ce qui est One Piece ou Bleach, je vomite sur gavage. Alors là, il n'y a pas de problème, Yeti. Moi, les adaptations de mangas qui sont déjà très longs, franchement, même des trucs genre Dragon Ball, le machin, c'est impossible à revisionner pour moi. Il y a beaucoup trop d'épisodes. La seule série, et encore, c'est pas l'intégralité que j'arrive à revoir, c'est quelques passages, notamment la période vraiment sanctuaire, Chevalier d'Or et Asgard, c'est Saint Seiya. Mais sinon, les adaptations d'œuvres fleuves, c'est impossible. Déjà en plus, parce que contrairement à celles des années 90 qui avaient quand même un joli cachet, je pense notamment au design Shingo Araki sur Saint Seiya qui était sublime, déjà parce qu'aujourd'hui je trouve que les couleurs, rien que les couleurs, hein, je parle pas de la longueur des émissions, sont dégueulasses. Je suis désolé pour les fans, mais je trouve que les couleurs utilisées sur les One Piece, sur les Naruto, moi ça me crame la rétine des yeux, c'est fluo fuchsia dégueulasse. Moi j'ai l'impression, moi, Naruto j'ai l'impression qu'il a un pyjama, j'ai pas l'impression qu'il a une tenue. Les couleurs de cheveux des personnages de One Piece, c'est no way José, quoi, il n'y a pas moyen. Donc voilà. Après, oui, je sais qu'il y a des gens qui sont des indécrottables, des fans absolus des versions animées. Mais déjà, moi, c'est trop chronophage. Je rejoins complètement Yeti. Et puis le choix, franchement, niveau artistique, visuellement, moi, je trouve, niveau couleur colo, entre autres, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Donc, French Guy Artist qui valide pour l'émission. Tel un Abed ou un Jake Peralta à la cool, il n'y a pas de souci. Pour un vrai fight, glisser des pics sur Xenoblade, ah bon, il n'y a pas de problème. Hein. Pas Xenoblade, j'ai pas encore joué, mais Xenosaga. D'ailleurs, on en plaisantait sur Twitter il n'y a pas très longtemps parce que Fabien Vautrin, pour ceux qui connaissent pas, donc qui travaille aujourd'hui chez Kurokawa. Je crois même qu'il a quitté Kurokawa il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, qui est un éditeur qui édite entre autres Hajime no Ippo, dont je parlais tout à l'heure, et Fabien Vautrin qui avait à l'époque un site qui s'appelait De Sugoi, qui était génial, qui était vraiment ma source de news sur les jeux vidéo et la pop culture japonaise. À l'époque, il y avait un comic strips avec un petit personnage qui s'appelait Chu, je crois, une espèce de souris un peu tassée comme ça, très particulière, et où il y avait très régulièrement des petites piques sur l'univers de Xenosaga et les trucs Xenocool. Donc voilà, je ne sais pas pour Xenoblade, j'y jouerai, c'est prévu un de ces quatre, même si la dimension chronophage du jeu est un peu rédhibitoire pour moi, mais je verrai d'ici là. Pour voir si ça fait deux trucs sur lesquels on se clash avec Damien ou pas. Gabo qui dit donc tu prêches ma paroisse dans mon combat anti-binge watching. Sur la durée ça passe très bien, surtout Bleach, bordel, il y a un arc tellement kiffant. D'accord. Un stream Xenogears. Waouh, vaste entreprise, hein. Vaste entreprise, je m'en voudrais parce qu'il y a deux choses où je m'en voudrais, c'est qu'évidemment je serais pas assez exhaustif et en plus il faudrait vraiment que je m'y replonge. Et je trouve, là aussi, décidément, hein, je vais pas me faire d'amis, mais moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout de gagatisme rétro, c'est un truc qui me gonfle et c'est probablement une mission qu'on fera avec Jérôme, donc Pipo. J'ai beaucoup de soucis avec ce côté
portons au nu une œuvre sans aucun recul sur ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et Xenogears, je suis navré, hein, la série continue de me marquer, il y a des trucs très intéressants, très emblématiques en termes d'écriture, en termes de compo, Mitsuda Forever. Il est pas mort, mais quand même. Mais franchement, le jeu déjà à l'époque était pété, quoi. Entre la caméra, entre certains éléments de design, entre certains éléments du système de combat, je suis désolé, hein, mais franchement, faut pas charrier, quoi. Gros combat sur Xenoblade, tu me le confirmes d'avance. Ok, bah écoute, challenge accepted, comme dirait un certain Barney Stinson. Yeti qui me dit je vais être très subjectif, mais JoJo's est bien dans son format, une saison, une vingtaine d'épisodes par saison indépendante. Ouais, JoJo's, moi de toute façon je suis un fervent défenseur des versions manga, hein. Donc de toute façon comme ça c'est réglé. Voilà. Et Jojo c'est très très chouette, faut vraiment que je m'y remette pour être à jour. Faudrait probablement que je regarderai en diagonale la série animée, mais pas tout, parce que de toute façon je préfère mettre du temps à relire le manga qu'à regarder toute la série animée, mais ils ont fait un très chouette travail apparemment. Gabo qui nous dit pour le coup les couleurs de Jojo dans Golden Wind. Oui, pardon, je n'ai pas précisé pour Jojo, c'est de bien meilleur goût que la plupart des adaptations de shonen en règle générale, franchement. Hajime no Ippo, ça va aussi, ils ont fait un super travail. Il y a des exceptions, mais je parle vraiment des grosses séries mainstream, je sais pas ce qui leur prend faire des couleurs dégueulasses comme ça, je sais pas. Xenoblade Chronicles, Chronicles 1 ajouté sur ma wishlist. Tu as fait le 2 sans avoir fait le 1. Ok, écoute, on en reparlera à l'occasion. Je balance pas d'un revers de la main, je génoigne pas d'un revers de la main l'émission Xenogears, un cher baba, mais je pense qu'il faudrait que je m'entoure bien, mais en tout cas ça me hyperait bien de faire une petite rétrospective un jour sur la série Xeno. Ça me botterait bien avec, si je peux avoir la chance et le plaisir d'avoir justement Fabien Vautrin, ce serait quand même très chouette. Je continue. Xenogears nous dit French Guy Artist, ou la frustration d'avoir monté mes persos pour rien dans le CD2, puisque voilà, oui, voilà, toi-même tu sais, j'en dirai pas plus, mais oui, le CD cinématique. Et ben voilà, on aura beaucoup parlé de l'univers de Xenogears, Xenosaga, Xenoblade. Moi j'en ai déjà parlé par ici en podcast, je vous recommande, si vraiment vous devez vous mettre à une œuvre, peut-être plutôt les Xenosaga. Xenogears, vous pouvez regarder éventuellement un résumé pour avoir un petit peu les influences, mais Xenosaga, je vous recommanderai un recap vidéo de Xenosaga 1, éventuellement aussi un récap du 2, ou faites le 2, il est encore... c'est encore relativement jouable, et visuellement comme au niveau du système de jeu. Et faites le 3. Le 3 est formidable. Les musiques sont fabuleuses, avec celle du 1, c'est vraiment parmi les plus belles OST qui m'ait été donné d'entendre. Et il y a particulièrement celle du 1 que je trouve... c'est plus homogène parce qu'en fait à partir du 2 et du 3 ils ont fait appel à une compositrice qui s'illustrait beaucoup plus dans l'animation, qui s'appelle Kaijura Yuki, qui a fait les musiques de Noir, de Gundam Seed, si je dis pas de conneries, au moins l'ending je crois, quelque chose comme ça, et qui a un style qui verse beaucoup dans les compositions avec un genre un peu lyrique, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, et qui sera probablement précisé par cette chère Cactuceratops, j'espère, excuse-moi pour la pression, qui est ce qu'on appelle le registre bel canto. Donc c'est-à-dire le bel canto, c'est un registre, comme son nom l'indique, du beau chant, où on va laisser plutôt la beauté vocale primer sur l'ensemble global de la composition musicale. Voilà. Je reprends vos commentaires. Grand Babar, c'est sur PS2. Toi-même tu sais, toi aussi, partie 2 du Toi-même tu sais Xeno. Oui, tout à fait, sur PS2 pour les 3 Xenosaga. Je propose un podcast un jour, RPG PS1, chef-d'œuvre d'écriture ou excès de nostalgie, mais carrément.
carrément. Mais après, en même temps, ce podcast-là, je le fais à quasiment chaque émission où on parle jeux vidéo et tout particulièrement RPG et tout particulièrement JRPG. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense qu'on aura fait un joli tour, qu'on aura terminé sur un truc qui, en soi, n'a pas tout à fait de lien direct, mais quand même. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Beaucoup de promesses d'émissions. N'hésitez pas à ceux, et je blague vraiment pas, hein, parce que je pense que la plupart des gens, en tout cas les habitués qui sont là, et pour ceux que je connais, sont très très pris avec leurs projets, confinement ou pas. Mais n'hésitez surtout pas à me relancer si vous avez des projets d'émissions, que ce soit sur le temps d'un live ou podcast dédié, quand les choses se tasseront un petit peu plus à post-confinement. Mais vraiment, que les projets ne restent pas en l'air, il n'y a pas de souci. En tout cas, sachez que j'ai bien noté, marqué d'une pierre blanche, le podcast Évangélion. Ça se fera, parce que ça fait un moment, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Et ça se fera probablement avec beaucoup de personnes. Donc ce sera probablement une émission avec plein de points de vue à l'occasion. Voilà. Je regarde vos commentaires et on s'arrêtera là. Donc, on dirait un podcast Beside Games en popopo, mais dans le bon sens du terme, parce qu'en général, il me semble, et j'ai ouï dire que les traitements étaient plutôt bons. C'est à peu près ça le bel canto. C'est bon, moi et Prini, on a l'aval de Fanny, donc c'est bon. Pour ça qu'une synthèse s'impose, t'inquiète pas. Bernard il vient... Ah oui, d'accord. Alors, recontextualisons les choses. Si vous me voyez m'exclamer Bernard, c'est parce que Cactuceratops a écrit en caps lock Bernard. Bernard qui est on peut dire un écureuil très agité. On va pas lui affubler le fameux adjectif hyperactif. Donc voilà, qui passe souvent par la fenêtre de Cactuceratops et sur laquelle elle réalise des vidéos et des ralentis dignes d'un Michael Bay. Voilà, les fameux écureuils du parcours, exactement, ceux-là même. Ah zut, bah écoute, je suis navré, je te laisse te reconcentrer sur ton futur director's cut. On va s'arrêter là, en parlant d'écureuil, profite pour que Petit Chat vous dise au revoir. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir aux gens? Tu dis au revoir aux gens? Sale gosse. Genre je dors tout le temps, genre mon rythme il est décalé. Allez, on vous dit à demain, comme tous les jours. Ciao de la patte. Check à vous. Des gros bisous. Et portez-vous bien d'ici là. Ciao.